Et oui, bonjour la communauté de coups critiques. On se retrouve encore une fois cette semaine, non pas pour un montée de niveau, ni pour une critique d'un jeu de société, d'un jeu de rôle plutôt. Je fais des erreurs comme ça quand je fais des présentations, mais c'est pas plus grave que ça. Et je suis en fait accompagné cette semaine de deux créateurs québécois qui ont lancé sur Kickstarter une campagne de sous-financement pour leur jeu Gene Dusk. Je le dis comme du monde, j'espère bien. Et je suis en fait accompagné de Estelle Bourbeau ainsi que François-Michael Labrie. Salut vous deux, ça va bien? Ça va bien, merci. Oui. Très bien, merci. Oui. En fait, on se parle maintenant au moment où est-ce qu'on s'enregistre. Je crois que votre campagne de sous-financement, il reste environ 11 jours. C'est bien Et ça. au moment où est-ce que la vidéo va être en ligne, il va en rester peut-être une semaine environ, j'imagine. Gene Dusk, jeu de rôle québécois, francophone, un bouquin d'environ 300 pages de ce que j'ai vu sur la campagne de Exactement. sous-financement. Post-apocalyptique, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire de plus? Vendez-moi le projet, je suis tout oui. Alors, Gene Dusk, ça commence comme beaucoup de projets faits indépendamment par du monde, par moi à l'origine qui voulais quelque chose qui n'existait pas. Et ce que je voulais à cette époque-là, c'était un post-apocalyptique qui allait m'épargner les zombies ou les bombes nucléaires. Résultat, moi j'étudiais en biotechnologie à l'époque. J'aimais aussi déjà pas mal les histoires ou de choses qui vont très bien, qui peuvent aller très mal par la suite. Donc, je m'étais dit, voilà, ça va être mon idée de départ. Et Gene Dusk, donc, s'est retrouvé à être un jeu post-apocalyptique où la découverte, dans le fond, d'un remède extrêmement puissant contre la mortalité en soi et la capacité absolue de contrôler le génome humain a apporté l'humanité vers un immense âge d'or, puis par la suite, une décadence terrible. Et quand Gene Dusk commence, quand notre histoire commence, c'est à ce moment-là que nos joueurs vont jouer. C'est un setting qui a bien macéré. Ça fait presque 10 ans que ça a été créé sur le coin d'une table dans un cahier spirale. Estelle, tu peux peut-être rajouter là-dessus? Oui, ma foi. Donc, Gene Dusk, post-apocalyptique, tout ça, puis qui a mariné justement pendant 10 ans. On a rajouté beaucoup de choses, on a changé énormément. Le système a comme beaucoup évolué à travers le temps. Au niveau de l'univers, je dirais que ce qui rend Gene Dusk unique vraiment, surtout comme dans le paysage des post-apos, c'est le fait que c'est pas un post-apocalyptique justement qui est extrêmement comme déprimant puis sombre. C'est un post-apocalyptique où on est dans une reconstruction, dans le fond, de l'humanité, en tout cas, les variantes de l'humanité qui maintenant se partagent la Terre sont en train de reconstruire tranquillement un monde dans lequel ils vont pouvoir vivre. Donc à ce moment-là, il y a comme une petite note d'espoir qui fait peut-être du bien à voir comme dans le paysage socio-politique actuel. Tout à fait. Surtout présentement, effectivement. Mais avant qu'on rentre dans le système, là, c'est ça, vous mentionnez un peu la vision post-apocalyptique que vous apportez dans le projet et tout ça. Je serais curieux de savoir, est-ce qu'il y a eu tout de même si tu l'as mentionné, François-Michael, il y a comme un aspect, tu dis qu'à l'époque, tu trouvais que c'était surtout des zombies puis des bombes nucléaires, puis il y avait comme, ça revenait souvent au même, le post-apo. Mais est-ce que vous considérez qu'il y a soit des jeux ou des œuvres de fiction qui vous ont servi un peu d'inspiration, qui vous ont vraiment comme justement inspiré à créer cet univers-là qui est justement un peu plus positif que la moyenne du genre? Oui, forcément, on dit les créateurs ne créent plus rien depuis l'invention du mot. C'est un peu la vérité aussi. Donc, définitivement, on a eu énormément de matériel qui nous a inspirés. Je sais, à la base, mon entrée en matière dans le post-apocalyptique à l'époque, ça a été Fallout, qui est probablement le quintessentiel post-apocalyptique nucléaire. Mais en dehors de toutes les choses intéressantes que Fallout a faites et dont je le remercie pour ça, il y a ce que j'avais toujours remarqué, que j'avais trouvé intéressant, que j'aurais voulu savoir plus, c'est qu'il y a des groupes, il y a des communautés, il y a des gens qui se rassemblent au-delà de juste la fin des haricots qui est arrivée. Dans le fond, le monde existe quand même et essaye quand même de devenir quelque chose de plus. Après ça, comme je l'ai dit tantôt, le travail que je faisais et je veux dire, les ramifications éthiques qui viennent avec les découvertes génétiques qu'on fait à la fois très positives et parfois très inquiétantes était une question éthique parfaite, je pense, pour commencer cela. Et après ça, il y a
mille et une choses qui ont inspiré. Certaines parties du jeu sont plus science-fiction. On a plusieurs choses qui vont avoir joué là. Je sais entre autres que j'avais bien aimé l'approche que I Am Legend, Je suis une légende avait eue, ou plus spécifiquement le livre, comme la fin le présente, où disons-nous, l'ennemi n'est pas toujours celui qu'on croyait à l'origine, qui a assez informé la chose. Et c'est assez ça, je veux dire, à travers tout le développement, il y a eu beaucoup de choses il y a une ou une autre chose qui a été intéressante. Certaines races ont été inspirées par certaines œuvres et j'en passe, mais moi, c'était pas mal ça qui a été l'origine de tout ça. Toi, Estelle, est-ce que tu avais d'autres œuvres à rajouter peut-être? Moi, je dirais comme au niveau du post-apo, genre, honnêtement, l'œuvre qui a eu le plus d'impact pour moi, là, puis c'est post-apo / sci-fi, mais Trigon, vraiment. OK. Oui. Comme, oui, tout à fait. Juste parce que justement, comme ça se passe dans l'espace sur une planète, c'est dévasté, c'est très post-apo. Il y a comme vraiment l'esthétique désertique un peu qu'on retrouve beaucoup dans Jindos, qui est énormément dans Trigon. Mais en même temps, avec justement le personnage principal de la série qui est comme justement comme un exagérément positif, malgré le fait, comme, pathologiquement même peut-être, malgré le fait que comme ça va pas tant bien sa situation. Comme, moi, justement, je pense que ça a un peu... ça m'a beaucoup influencé en tant que tel. Je suis quelqu'un qui, en général, a tendance à beaucoup apprécier l'humour aussi dans la fiction. Fait que je pense que ça a été un peu comme une partie de ma contribution, justement, au melting pot de Jindos. Ça me donne vraiment une belle vue d'ensemble, je dirais, thématique dans le genre et dans justement les sujets abordés au courant du livre. Et là, si on tombe justement dans le plus crunchy un peu, côté système, qu'est-ce que vous pourriez m'en dire? Alors, le système, comme de raison, est passé à travers tout un tas de moutures. Il a commencé avec à être basiquement juste un couvert de peinture pour un autre système qui existait déjà, juste pour voir si l'univers était intéressant à jouer. Quel système? Je suis juste curieux, ça c'est moi qui est curieux. C'était Hunter the Vigil, je pense. Voilà. Ah, OK. On s'est servi de Hunter the Vigil parce qu'on avait besoin de quelque chose qui nous donnait des êtres humains-ish, un niveau de puissance être humain-ish. Et il nous demande, la plupart des skills pouvaient être utilisés tels quels, plutôt que de devoir adapter, par exemple, des tables de classe de Donjons et Dragons ou quelque chose comme ça. Ça a été le premier. Ensuite, on est passé sur tout un tas de systèmes différents, mais qui étaient bien les nôtres à ce moment-là, où on a eu un système par descent d'abord qui a été immédiatement et catégoriquement rejeté par la plupart du monde qui nous ont aidés à le tester à cette époque-là, comme quoi c'était lourd et c'était pas le fun. Puis finalement, il y a 5 ou 6 ans de cela, on est tombé sur notre système par D6 avec ce qui détermine ce qui est un succès sur un D6 enligné par les habilités, qui a été raffiné, poncé, raboté, etc. tant qu'il fallait, mais qui a fini par être celui qu'on a gardé au final. Si tu veux peut-être décrire un exemple de jet, Estelle? Oui, bien sûr. Dans le fond, de la façon que ça fonctionne, dans Jindos, quand tu as un personnage qui va vouloir rouler un jet de dés pour accomplir une action, en premier, le nombre de D6 qui va être roulé, ça va être déterminé par la caractéristique de base, dans le fond. Fait que là, ça, à ce moment-là, c'est un système qui va être très familier à beaucoup de gens, surtout ceux qui ont joué à Donjons et Dragons. Fait que force, agilité, intelligence, c'est vraiment ce genre de choses-là. Puis après ça, une fois qu'on a notre nombre de dés à rouler, le chiffre qu'on doit obtenir pour que l'action réussisse, ça va dépendre du niveau d'entraînement de l'habilité reliée. Puis là, dans le fond, il y a juste 3 niveaux d'entraînement, fait que c'est assez facile à suivre. Donc, le premier niveau, c'est initié, fait que à ce moment-là, tu réussis sur 6 et c'est tout. Après ça, avancer, c'est 5 et 6, c'est déjà mieux. Alors ça, à maître, qui est le 3e niveau, on réussit sur 4, 5 et 6 et on peut rerouler les 6 pour avoir davantage de succès même à ce moment-là. Le système veut, dans le fond, que si tu obtiens un succès sur ton jet, tu réussis à la base. Okay. Mais certains types de jets, comme par exemple quand on fabrique des objets ou quelque chose comme ça, où c'est pertinent d'accumuler beaucoup de succès parce que la mécanique est un peu différente. Fait que c'est pour ça que dans certaines situations, ça va être pertinent d'avoir d'avoir plus que juste un succès. Parce que c'est ça, à la base, aussi, c'est que le niveau de difficulté du jet, dans le fond, comme si on réussit sur 6 ou sur 5, 4, etc., devrait être modifié par le MJ, tout dépendant de la situation. Donc, s'il y a comme un challenge qui fait que le jet devrait être plus difficile, à ce moment-là, on va rajouter un niveau de difficulté
pour rendre le jet plus difficile. Parce que le but, dans le fond, c'est que ça soit... donc, il faut qu'on puisse réussir juste sur un succès. Je ne sais pas si ça a été clair, la façon. Oui. Ben, en fait, justement, ça, c'est mon petit moment où que j'essaie de comme réexpliquer dans mes mots. Là. C'est une technique de réflexion. Est-ce que, là, juste me dis si je comprends bien, ça veut dire, par exemple, la caractéristique, par exemple, la force, va définir le nombre de dés que tu lances. Et ça va être, par exemple, une spécialité dans un talent quelconque qui va définir, si on veut, ton niveau de maîtrise dans ce talent-là que tu vas utiliser. Fait qu'admettons que... Exactement. Fait qu'admettons que je dirais, par exemple, je ne sais pas si c'est un talent qui existe, là, je vais l'inventer comme ça, mais admettons que je dis, par exemple, en athlétisme, je suis avancé et j'ai par exemple, on va dire 3 en force, fait que je vais lancer 3 des 6 et je vais pouvoir avoir des réussites sur 5 et 6, bien sûr. Exactement. Athlétisme existe et tu as tout compris. En plus, l'athlétisme est en fait associé à la force parce que les habiletés, ils ont comme toute une stat qui va avec. Donc, voilà. OK. Bon, ben écoutez, pour de vrai, je trouve ça, je trouve ça très cool parce que c'est pas un système que je ne cacherai pas que j'en ai lu des livres dans ma vie, des livres de jeux de rôle. Et c'est pas un système que j'ai vraiment vu à date. Pour de vrai, c'est super original. J'aime ça. Je trouve ça vraiment le fun que vous vous êtes éloigné de la moulure du D20 classique qui est vraiment très utilisé pour beaucoup de jeux, même si j'apprécie quand même ça. Je veux dire, je ne suis pas puriste à ce point-là, mais je trouve ça le fun qu'il y a des projets comme ça qui vont vraiment aller dans des sentiers qui ne sont pas encore défrichés. Justement, mais est-ce que vous avez trouvé ça difficile de, on va dire, stabiliser le système en soi pour que ça soit comme jouable? Je peux te répondre celle-là? Oui, vas-y. Oui, ben, je peux dire à ce moment-là que oui, ça a été difficile, mais dans le fond, ça a pris beaucoup de tests et beaucoup de révisions. Parce que je me rappelle, il y a fort longtemps, une des premières éditions du jeu, justement, qu'on avait faite, où c'était pas balancé du tout. On avait certaines des races humanoïdes jouables qui étaient comme vraiment plus fortes que les autres, puis ça avait comme aucun bon sens, comme le jeu était comme pas équilibré. Également, juste au niveau de comme les jets, sur quel bonus devrait te donner, sur quel jet, puis tout, ça a été vraiment comme... ça a été difficile à balancer avec le temps, mais c'est là que comme le fait de tester a vraiment été ce qui a comme apporté le jeu à son état comme de balance. Parce que juste à force de le faire, puis de le faire, puis de le faire, on se rendait compte de qu'est-ce qui marche et de qu'est-ce qui ne marchait pas. Et la chose en fait principale qui a été vraiment balancée le jeu, à mon avis, c'est quand on a introduit ma mécanique préférée, qui est les facteurs de survie. C'est probablement la chose du jeu dont je suis le plus fier personnellement. Puis on a travaillé bien là-dessus. Je peux expliquer c'est quoi ou est-ce que tu voudrais prendre le flambeau, François Miguel? Si tu veux, je vais l'expliquer. Alors, le facteur de survie, dans le fond, il n'y a pas vraiment de classe comme telle dans Gene Dusk, mais pour ceux qui s'y entendent en jeu de rôle en termes de ça, c'est ce qu'on aurait de plus proche, dirons-nous. C'est relié à votre race, puis c'est ce qui fait de votre personnage un personnage unique. Là où à peu près tout le monde peut avoir accès aux mêmes habilités, aux mêmes traits, s'il bâtit son bonhomme à peu près de la même façon, le facteur de survie ne sera pas le même chez le survivant, chez le pur, chez l'autre, chez l'amplifié, chez les différentes races dans le fond qu'on a à jouer. Et comme Estelle le racontait il n'y a pas longtemps, ça vient principalement de moi ce problème-là d'ailleurs parce que je suis un conteur d'histoire avant un créateur de règles à l'origine. Mais c'est qu'il y avait certaines races dont le background portait très bien à leur donner des pouvoirs spéciaux, comme les mutants, qu'on pouvait inventer pratiquement n'importe quoi de ce qu'on voulait, de la régénération à de l'armure naturelle, à la capacité de voir à travers les murs et j'en passe. Alors que les survivants, qui sont censés être notre être humain moyen, c'était plus dur de leur trouver une raison intéressante d'avoir un pouvoir spécial ou d'avoir quelque chose à portée de la main. Ultimement, c'est le principal point qu'on a remarqué dans nos games quand on pratiquait à cette époque-là. C'était une prédominance de mutants et d'autres personnages intéressants comme ça et pratiquement pas de survivants, sauf pour le monde qui voulait se donner un challenge. Résultat, on a créé les facteurs de survie comme des caractéristiques, pas des caractéristiques, des avantages spéciaux qui sont donnés. Les mutants ont leur mutation qui va leur permettre de progresser, qui va progresser à travers le jeu. Un personnage pourrait commencer avec une arme naturelle relativement faible, mais finir le jeu et être capable de voler et d'attaquer à distance et je ne sais quoi d'autre.
Les purs ont accès à une technologie qui date de l'âge d'or du monde et qui a été perdue par presque tout le monde à ce moment-là. Les amplifiés sont les numéro 1 pour être très forts dans une statistique en particulier. Les autres ont accès à de la technologie unique, mais qui ne comprennent pas bien eux-mêmes, qui feraient saliver même les purs. Et les survivants, au final, ce qu'on a trouvé, c'est que c'est leur communauté qui leur apporte leur puissance et qui leur apporte leur force. Les survivants sont ceux qui ont la possibilité de créer leur point de lumière, leur clan, si vous voulez. Et dépendamment de comment est-ce que le point de lumière est monté, ça pourrait être un point de lumière qui est très sociable, très commerçant, ou au contraire, ça pourrait être une bande de pillards qui ne sont pas capables de faire des mots de plus de 2 syllabes. Chaque facteur de survie a un niveau de complexité variable, mais ultimement, on pense qu'il y en a pour un peu tout le monde à ce niveau-là, peu importe ce qu'on veut essayer de jouer. Une des choses dont je suis particulièrement fier, c'est que pour renforcer l'idée de la communauté avec les survivants, si plusieurs personnages, si plusieurs joueurs jouent des survivants en même temps, ils peuvent mettre leurs ressources ensemble pour créer un seul point de lumière encore plus impressionnant que les deux auraient été indépendamment. Ce genre de choses-là. OK. Ça fait, pour de vrai, oui, je trouve ça, je trouve ça clair, je trouve ça intuitif aussi à comprendre. La question que je me pose rendu là, c'est est-ce que dans une game typique justement de Jing Dusk, est-ce qu'il y a, on va dire, pas nécessairement une mécanique, mais une approche narrative qui va favoriser le fait que, par exemple, un mutant va se tenir avec telle autre race et que ça va être que justement un paquet de joueurs va provenir de différentes origines différentes? Ça fait beaucoup de différents dans la même phrase, mais on comprend. Effectivement, c'est ça. Tu veux y aller, Estelle, ou je continue? Je peux m'essayer, si tu veux. Vas-y. Mon stratège, j'ai été beaucoup plus souvent joueuse que maître de jeu pour Jing Dusk. Mais malgré ça, ce que je dirais, en fait, c'est que c'est la même approche, en fait, que dans n'importe quel jeu de rôle où on a des personnages qui ont des origines puis des pouvoirs différents puis qui doivent collaborer un peu. Je veux dire, Star Wars, t'as le même problème. Je maîtrise Urban Shadows pour des amis en ce moment, puis bon Dieu que t'as le même problème là-dedans. Pourquoi est-ce qu'un loup-garou serait ami avec un fantôme? Oh oui, définitivement. Mais dans le fond, je pense que c'est un peu du cas par cas. C'est comme on tisse une histoire, on donne une raison aux joueurs de collaborer ensemble, puis après ça, on les regarde aller. Des fois, ça peut se faire des choses drôles parce qu'effectivement, une chose qu'on n'a pas mentionnée encore, c'est qu'à l'intérieur des races jouables, on a divisé en fait les races en comme 3 philosophies différentes. Ouais. Les philosophies, dans le fond, c'est comme un peu une mentalité qui vient avec des petits bonus de stats. C'est juste pour comme donner des pistes genre de roleplay aux gens, comme pour les immerger un peu plus dans l'univers, puis leur donner un peu une idée de comme comment tu te sens, comment tu penses quand tu es une personne qui vit dans les terres dévastées, comme en l'an 2000 machin. Donc, puis à l'intérieur de ces philosophies-là, à l'intérieur d'une même race, donc tu as des gens qui ne vont pas penser de la même façon puis qui vont peut-être s'opposer à certains moments. Si je prends par exemple les survivants qui sont notre humain comme normal, à l'intérieur, tu as les idéalistes, puis les autres sont comme « Ah oui, c'est possible de rebâtir le monde, puis c'est important de penser au bien commun. » Après ça, tu as les fatalistes qui sont comme « Ah non, ce qu'on veut, c'est de la nourriture, puis survivre une autre journée. » Puis finalement, tu as les conspirateurs, puis les autres sont comme « Ben, le monde est impitoyable, mais moi, je peux en profiter. » Fait que c'est 3 mentalités très différentes qui, même si tu as comme une seule race, les gens pourraient tout à fait rentrer en conflit. Et ça arrive souvent dans les sessions de jeu, justement, où tu as des personnages qui sont face à une situation, puis sont comme, OK, qu'est-ce qu'on fait, comment on réagit, puis là, oups, des conflits, des débats, on n'est pas d'accord. Ouais. Gina, ça serait très bien à la réflexion, puis aux rencontres, genre, de différents points de vue, puis après ça, comme de discuter tout ça pour essayer d'arriver à une conclusion. Si je peux rajouter juste un petit détail aussi, narrativement, il y a certaines races qui sont aussi écrites pour fonctionner les unes avec les autres. Tous les survivants sont à risque de devenir des mutants à un moment donné ou à un autre, vu l'hostilité de l'environnement envers eux. Donc, ils ont la plupart du temps tendance à s'entendre avec les mutants qui sont les moins hostiles, dirons-nous. Les amplifiés, souvent, une partie d'entre eux vendent leurs services, ou du moins ont reçu leur amplification de la part des purs en échange d'un certain nombre d'années de service, un peu comme dans une armée ou quelque chose comme ça, et seront éventuellement récompensés pour leur travail auprès d'eux. Donc, tu peux définitivement avoir... puis la plupart des purs ont un petit complexe de supériorité, mais de manière générale, sont assez terre à terre pour se rendre compte qu'ils n'ont ni les effectifs, ni les connaissances des terres dévastées pour retrouver la technologie qu'ils cherchent. Et donc, tout le monde finit par travailler un peu ensemble, si parfois à reculons, mais narrativement, il y a des pistes sur pourquoi même un conspirateur
voudrait garder en bonne santé sa communauté parce qu'elle lui apporte tellement, justement, ou quelque chose comme ça, ou tel mutant qui lui sert de bodyguard, ou encore autre chose, dans le fond. OK. OK, je comprends. Je comprends. C'est très clair à ce niveau-là. Juste pour me donner une idée, là, tantôt, vous avez mentionné comme une. C'est Estelle, tu as juste laissé sous-entendre, on va dire, une période de temps donné, mais est-ce que vous avez en tête, on va dire, dans le setting de Gene Dusk, comment sa mise en place, est-ce qu'il y a comme une année qui est définie ou ça reste comme très nébuleux à ce niveau-là? Alors, je peux répondre à ça. Il y a une couple de places dans le livre. Dans notre chapitre d'introduction qui est purement narratif, on a un personnage qui est mortel et qui a vécu toute l'histoire jusqu'à maintenant, qui est possible d'estimer son âge à peu près et d'estimer à peu près où est rendu le monde. Dans la section de l'équipement, on explique un petit peu comment est-ce qu'on s'est ramassé à monter avec une technologie qui est très science-fictionnelle et qu'on est redescendu plus autour d'une technologie plutôt 21e siècle et même en bas. Mais ultimement, c'est dit et répété que ça devrait être considéré comme des pistes et pas comme sacro-saint. Je sais qu'il y a 1 million de pièces amovibles dans un univers qui passerait à travers une post-apocalypse comme celle qu'on a vue. Et je suis définitivement pas à la fois un botaniste, un ingénieur, un architecte et tout ce qu'il faut pour savoir comment est-ce que les bâtiments devraient vraiment avoir agi si on est 200 ans plus tard sans entretien. Puis je sais que c'est pas la même chose qui fait sortir, qui brise la suspension of disbelief, vous excuserez mon bon français encore, mais qui brise encore la capacité genre à rester immergé dans l'univers pour différentes personnes. Puis c'est même pas nécessairement le même moment dans l'histoire de Gene Dusk qui va plaire à tout le monde. J'ai un groupe qui m'a testé le jeu pour moi, qui ont décidé que l'idée de l'époque où est-ce que la compagnie qui a plus ou moins pris le contrôle du monde est en train de faire son bout de dystopie, c'était le moment qui les intéressait le plus et que le système pouvait très bien jouer à cette époque-là aussi et qu'ils décidaient qu'ils adaptaient plutôt leur game à ce moment-là. Et sérieusement, je les ai félicités d'avoir fait cette décision-là parce que même si c'est pas ce que j'avais en tête à l'origine, ça a quand même donné exactement ce que j'espérais, que le monde s'approprierait l'univers et le mettrait au goût du jour. Une dernière chose que je peux peut-être pointer, Gene Dusk est vraiment pas un jeu où est-ce que la majeure partie du matériel va se récupérer en le fouillant dans des ruines ou en le récupérant justement parce qu'on se disait, vu le temps qui est passé, toute la nourriture qui traînait, le monde l'ont ramassé, l'ont mangé depuis longtemps. Mais mettons que ce serait ça qui intéresse le monde dans l'esthétique post-apocalyptique, le fait d'aller dans le supermarché d'à côté et de retrouver de la bouffe qui est encore là. Il n'y a rien qui les empêcherait de mettre le jeu plusieurs décennies plus tôt et de décider que c'est ça qui se passe, en fait. Mm-hmm. Votre mécanique de jeu n'est pas collée, elle n'est pas, genre, dans le fond, dépendante, si on veut, pas du système, mais de la thématique, on va dire, dans le temps. Là. Il y a pas de, voilà. Mais c'est parfait. Moi, pour le reste, c'est le genre de choses que j'apprécie beaucoup. Je suis le genre de DM qui va beaucoup m'approprier justement un univers, puis tu sais, c'est pas contre les auteurs, c'est pas contre les personnes qui ont travaillé dessus, mais c'est une question de pouvoir personnaliser le tout aussi. Là. Je comprends très bien. Des fois, on a une histoire à raconter, puis on veut pouvoir le faire. Voilà. Oui, exactement. En tant que tel aussi, c'est un jeu qu'on a comme on a fait exprès vraiment de le créer d'une façon qui allait laisser le plus de place possible à la personnalisation. Fait autant comme au niveau de ce qu'on a parlé à date pour la création des personnages avec les mutants, que tu peux leur inventer n'importe quel pouvoir qui te tente. Puis après ça, bon, ça peut être mis à n'importe quelle période de temps, ça peut avoir l'esthétique qu'on veut, ça peut être un endroit dans le monde qu'on veut. C'est comme les limites, il y en a le moins possible, honnêtement. OK. Et là, ça me donne une belle vue d'ensemble sur le jeu en soi. Là, mon questionnement que j'ai, c'est vraiment c'est autant pour que ce soit pour moi ou que pour les gens qui sont seulement curieux ou pour même les personnes qui voudraient éventuellement se lancer dans le projet. Campagne de sociofinancement pour un Kickstarter, un jeu de rôle, comment est-ce qu'on prépare ça? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi les challenges? Qu'est-ce qui vous a surpris? À quoi est-ce que vous vous attendiez? Alors, je vais peut-être mentionner une chose pour commencer. C'est qu'on a utilisé Kickstarter à l'envers. Okay. Déjà là, que
ça a été pendant très longtemps un projet de passion et très récemment un projet qu'on pensait offrir au monde. Ça veut dire que au moment où est-ce qu'on était rendu que oui, c'était officiel, on allait le socio-financer, on allait le lancer, on espérait le mettre dans la main de tous les rôlistes que ça intéresse autant que possible, le jeu était déjà à 90% terminé. Les artistes qui ont fait les illustrations avaient déjà été payés, la grande majeure partie du stock qui coûtait de l'argent avait déjà été dépensé au nom de on voulait le créer pour nous-mêmes, de la même manière que quelqu'un d'autre s'achèterait du matériel d'alpinisme ou irait faire un voyage en France. Donc, le fait qu'on ait utilisé Kickstarter après ça, qui est plutôt d'habitude utilisé pour ramasser des fonds pour pouvoir réaliser le projet, on l'a fait à l'envers. Donc, déjà là, je vous dirais, si vous êtes sûr que vous avez un projet qui a de l'allure, faites pas ça. Mais après ça, c'est aussi pour ça qu'on a mis un but aussi bas à l'origine de 500 $ qui était sur notre Kickstarter, qu'on a accompli presque tout de suite d'ailleurs. Merci beaucoup à tout le monde. Mais c'était parce qu'on savait absolument aucune idée de la quantité de monde qui s'intéresserait. On n'était pas sûr que, considérant que notre livre était juste en français, il y aurait un public présent pour ça. Et on voulait être sûr que même si on avait juste 5 ou 6 personnes que ça intéressait, on leur donnerait le produit. Ils auraient ce pourquoi ils avaient financé, dans le fond. Après ça, Estelle, tu as été beaucoup seule qui a créé la page. Ça veut dire que peut-être que tu aimerais ça donner plus de détails? Oui, j'avoue, j'ai été peut-être la personne comme qui a gossé beaucoup dans la logistique en arrière de Kickstarter pour l'élaboration de la campagne et tout. Je veux juste rajouter un peu sur ce que tu disais, dans le fond, juste pour clarifier la raison pour laquelle on voulait faire un Kickstarter, même si le jeu était comme pratiquement déjà fini, c'est surtout parce qu'on voulait l'imprimer en physique. On voulait avoir des livres papier. Puis ça, à ce moment-là, on a comme fait, OK, si on veut faire ça, si on veut en produire comme une certaine quantité, on peut pas le payer par nous-mêmes parce que là, ça commence à être une dépense, effectivement. Fait que c'est là qu'on a fait comme, OK, il va falloir socio-financer ça si on veut comme une impression. Là. Puis ça a toujours été notre rêve d'avoir comme le livre qu'on pouvait le mettre dans notre étagère et faire comme Kindos qui est là. Oui, c'est votre bébé. Là. Oh, oui. Ouais, voilà. C'est ça. Fait que c'est ça. Ça a été l'objectif du Kickstarter, donc, de comme lever les fonds pour faire imprimer le livre. Puis après ça, le mode de socio-financement est idéal pour ça parce que la personne qui veut le livre finance l'impression de sa copie. Fait que, excellent. Bon, après ça, sinon, niveau logistique, moi, ce qui m'a le plus cassé la tête, vraiment, c'était la question de comme les coûts de toutes les choses, juste comme tout calculer, ça a été vraiment complexe. Moi, je ne suis pas quelqu'un de comptable dans la vie, je suis bibliothécaire. Donc, c'est ça, ça a été déterminé. Donc, OK, qu'est-ce qu'on veut faire comme item pour les récompenses? Dans le fond, là, on a choisi finalement de faire des carnets de notes puis des tasses parce que c'est ça qu'on trouvait qu'il y avait le meilleur rapport qualité-prix. Parce qu'on ne voulait pas que ça coûte comme trop cher aux personnes qui allaient comme engager les fonds. Parce qu'on a considéré les t-shirts, mais les t-shirts, c'était très, très cher. On était comme ça un peu ridicule. Fait qu'on était voir autre chose. Puis après ça, donc, c'était de calculer coûts de production versus les coûts de livraison versus nous, ce que ça allait coûter pour livrer ça aux gens. Fait que ça fait beaucoup de coûts à comme tout mettre ensemble. Ça a été complexe. Ça a demandé un beau week-end de comme s'asseoir avec un tableau Excel, d'aller au bureau de poste, poser bien des questions au ouais. bien comme il faut, avec toutes nos questions, jusqu'à ce qu'on puisse justement avoir tous les chiffres que ça prenait pour digérer ça. Donc ça, c'est le bout difficile, je dirais, fait d'avance, si vous voulez faire une campagne Kickstarter. Une fois que ça c'est fait, honnêtement, on ne peut plus respirer parce que là, c'est la question de comme monter la page, raconter notre propre histoire. Ça, généralement, quand on a un projet, qu'on est comme passionné puis qu'on y croit, c'est pas tellement difficile parce qu'on a juste à l'expliquer comme on le sent. Puis donc, comme ça a été, je veux dire, j'ai mis beaucoup de temps pour comme bâtir une belle page avec des images, m'assurer que le texte était clair pour pas qu'il y ait des questions par rapport à comme qu'est-ce qu'on offre exactement. Puis bon. Donc, il y a eu beaucoup de réflexions là, mais ça n'a pas été comme un gros défi. Ça a pris du temps, mais ça n'a pas été difficile, mettons, alors que la partie comptabilité, moi, j'ai trouvé ça très difficile. Yep. Après ça, l'autre défi, c'est vraiment de comme faire connaître le projet. Ouais. Là, nous, là, 2 ans au Festival Draconis, on avait assisté à un panel qui s'appelait comme donc publication, comme création de jeux de rôle. Puis il y avait plusieurs créateurs qui étaient venus là. Donc, il y avait les gens de Courant Fractal, il y avait Niveau Zéro, il y avait aussi comme Seekers of the Lost Age, en tout cas, ça, oui. qui venait d'être socio-financé sur Kickstarter à ce moment-là, il n'y a pas longtemps. Donc, on a pu profiter un peu de toutes leurs expertises. On leur posait des questions, on les a écoutés raconter leur expérience, on a pris bien des notes.
Puis c'est comme ça qu'on a appris donc que la meilleure façon de faire connaître un projet, c'est vraiment les pubs Facebook. Puis là, on en a parti une justement ce week-end, puis on voit déjà les résultats aller. Donc, on va peut-être en reparler comme dans 2 semaines quand la campagne va être terminée. Mais pour le moment, c'est une bonne stratégie. OK. OK. Je me demandais justement si vous aviez été. Faisait partie. Vous avez répondu à plein de questions que j'ai pas besoin de poser finalement. Tu sais. Je me questionnais sur est-ce que vous aviez été chercher justement des conseils en provenant de d'autres personnes du milieu québécois qui avaient aussi fait de la publication du même genre. Là. Est-ce que vous aviez pensé, là, c'est vraiment pas. Je pose pas la question d'un point de vue. Comment je pourrais dire ça? Bref, je vais la poser. Est-ce que vous aviez pensé à offrir le produit en anglais et en français ou ça a toujours été exclusivement francophone dans votre idée? Alors, ça rentre un petit peu dans l'idée de qu'est-ce qu'on va faire ensuite aussi. Définitivement, l'idée, c'est de l'avoir en anglais ensuite aussi. Ceci étant dit, après ça, c'est de trouver quelqu'un pour faire la traduction comme du monde. Si on la fait nous-mêmes, d'être sûr que c'est relu et confirmé comme il faut. Et de voir s'il y a une demande, même un petit peu au moins dans cette direction-là par la suite. Mais ultimement, si ça continue à être un projet de passion, au moins autant que quoi que ce soit d'autre, oui, il y a 2 choses que j'ai au moins dans l'idée pour le futur. Et l'une d'entre elles est la traduction en anglais de Gene Dusk pour la fournir à qui voudra. C'est malheureux, mais c'est le cas que le marché anglophone est juste immensément plus grand. Oui, mais que tout de même, pour le reste, je vous félicite puis j'encourage beaucoup justement à avoir commencé ça en français. Je trouve ça très cool à ce niveau-là. Et c'est quoi la deuxième chose pour le futur? Les choses qui n'ont pas été dans le livre d'origine. OK. Par exemple, il y a une ruine. La plupart des aventures vont se passer dans une ruine, l'univers étant ainsi que la plupart des habitants de ce monde-là ne connaissent qu'assez peu de choses de la Terre et ont cette vision-là qu'il y a une grande ruine d'une cité d'autrefois dans laquelle se trouve leur point de lumière. Autour de cette ruine, il y a pour toujours et pour toujours un désert alcalin et abrasif. Et là-bas, à jamais hors de portée, il y a probablement d'autres ruines. D'autres ruines est ce qu'on aimerait présenter, entre autres pour ça. Puis aussi, d'autres choses qui avaient été appréciées, qui avaient été mentionnées, par exemple, peut-être des campagnes ou des règles pour, si vous voulez que votre personnage soit un motard en même temps, est-ce qu'il peut se combattre monter, etc. Ce genre de choses-là qui n'ont pas pu aller dans le livre, que j'aimerais voir. Pour l'instant, c'est encore juste un vœu pieux. On ne fait aucune promesse, mais qu'on aimerait voir ça peut-être sortir éventuellement. Toi, Estelle, est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voyais qui t'intéresseraient de voir Gene Dusk aller plus loin? Je pense qu'on avait parlé aussi à un moment donné de comme rajouter en général comme des stats pour de la faune puis d'autres mutants. Oui, on a... Genre, en général, comme tu sais, étoffer un peu notre bestiaire. Là. Ce qu'on a mis dans le livre d'origine est vraiment bien. Là, comme on a quand même, on a assez de choses pour peupler bien comme il faut notre univers puis que ça semble pas vide ou rien. Mais en même temps, c'est toujours le fun de pouvoir rajouter d'autres choses encore. Donc, surtout justement comme inventer des mutants grotesques pour opposer les joueurs, c'est le fun à faire parce qu'il y a un travail créatif là, à ce moment-là, c'est qu'on peut imaginer une plante qui est devenue mutante, on peut imaginer un animal devenu mutant, un mix de plein de choses. Ben, je pense que sur la couverture du livre, il y a un alpaca, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement. Je pense que c'est la première image qui m'a comme j'ai fait ça ressemble à un alpaca. Ça ressemble à l'ombre d'un alpaca. Oh, oui. Effectivement, c'est effectivement un alpaca. Ça, je peux peut-être expliquer un peu c'est quoi l'affaire avec les alpacas parce que c'est j'aimerais ça. Dans Gene Dusk. Ouais, puis ça va être une petite exclusivité pour vous autres, en fait, parce que je pense pas qu'on a pris le temps d'expliquer ça clairement. Un moment avant. Mais c'est juste parce qu'à un moment donné, justement, comme dans une des game tests qu'on a faites par le passé, moi, je voulais tester la mécanique qu'on avait pour apprivoiser, dans le fond, des animaux, puis avoir comme des compagnons animaux. Mm-hmm. Tester ça, m'assurer que ça fonctionne bien, puis que comme il y ait pas que ça soit pas comme trop puissant ou au contraire inutile. Puis là, je me disais, OK, mettons que tu es une personne qui vit dans une ville en ruine. Quel genre d'animal tu peux avoir? Puis là, on était comme, OK, une ville en ruine, c'est très escarpé, c'est aride. Fait qu'à ce moment-là, quel genre d'animal serait bien là? On était comme, OK, quelque chose comme une chèvre ou quelque chose comme ça. Puis on était comme des alpacas. Parce qu'en plus, un alpaca, ça produit de la laine. Fait que tu peux t'en
faire du textile, faire des vêtements. C'est facile à entretenir, ça a l'air. J'ai lu un peu sur la question, puis comme l'alimentation, c'est pas trop compliqué, ça endure bien toutes sortes de températures. Fait qu'après ça, on était comme l'alpaca, l'animal idéal pour les terres dévastées. Ben oui, il y a des fermes d'alpaca, c'est genre super commun, vraiment plus que d'autres choses en fait. C'est ça qui est quand même cool. L'alpaca, votre animal numéro 1 pour l'apocalypse. Souvenez-vous quand ça sera rendu là. L'alpacalypse. Oh, shit! J'avais jamais pensé, mais c'est logique. Et là, admettons que quelqu'un voudrait jouer à ce jeu-là avant qu'il sorte. Est-ce que genre il y a la possibilité de jouer dans un festival ou quelque chose comme ça, là? Alors, effectivement, la semaine prochaine, il y a pour certaines personnes qui connaissent sans doute le Festival Draconis qui est en cours en ce moment. Alors, on a plusieurs parties qui sont offertes à travers la fin de semaine. Il y a encore de la place, alors allez-y, gâtez-vous. De surcroît aussi, dimanche à 4 heures, si je ne m'abuse, oui, on va avoir une démo qui va être streamée, qui va être live sur Twitch, sur Discord, sur YouTube, et ça va être avec des joueurs qui ont autant des joueurs qui ont de l'expérience et des joueurs qui n'ont jamais touché à ce livre-là avec une pôle de 10 pieds, qui vont être présents pour essayer une mini-aventurette de 2 heures, juste histoire de se donner une idée de c'est quoi les thèmes, c'est quoi le style, le look que la chose peut avoir. Et si vous n'êtes pas nécessairement intéressé de jouer tout de suite ou que peut-être les parties à distance, ça vous allume moins, on comprend tout à fait ça. C'est une option aussi pour voir le jeu se dérouler, poser toutes vos questions, ce genre de choses-là. Estelle aussi va être là, bien sûr. Elle a aussi des parties, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si tu as encore de la place. J'ai pas regardé sur un petit bout, il faudrait que je check ça. Mais ouais. J'ai regardé, il me semble que ma partie du dimanche, il restait peut-être 1 ou 2 places. Okay. Ben, c'est cool, vous m'enverrez le lien, je vais partager ça sur la page pour l'actual play, en fait, pour le live. Ça, c'est très cool à voir aller. Donc, hey! Merci beaucoup. Merci François-Michael et Estelle. C'est très apprécié pour de vrai. Je suis vraiment content de vous avoir parlé de votre projet. Jindos, il faut vraiment le nommer le plus souvent possible à la caméra pour être sûr que les gens, ça leur rentre dans leur tête. Qui est présentement encore actuellement en campagne sur sous-financement pour au moins plus d'une semaine. Ça, c'est sûr et certain. Au moment où la vidéo va sortir, il va rester encore plus d'une semaine où est-ce que vous allez pouvoir participer à dans le fond, la publication du livre parce que le livre est déjà terminé, il est déjà complet. Oui. Tout ce qui reste, c'est à faire son impression. Exactement. D'ailleurs, si ça te tente, j'ai peut-être une petite exclusivité ici parce qu'on a aujourd'hui même reçu la version du livre. C'est la toute première copie qui a été créée. Alors, vous excuserez les moyens cellulaires, mais je vais essayer de vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air. Vous avez la couverture ici en ce moment. Puis, si vous voulez jeter un œil, alors, l'intérieur du livre va avoir l'air de ceci, où est-ce que vous allez avoir des tableaux, par exemple, comme on peut voir là. Vous avez plusieurs illustrations qui ont été faites par Janko Dragovic et Kevin Person qui vont être présentées ici dans notre livre. Le tout est vraiment très bien sorti. On est super contents. On a réussi à faire vraiment un beau produit, on pense, puis on espère que le monde qui nous l'ont acheté vont être aussi excités que nous, on l'est en ce moment, mais c'est vraiment quelque chose dont on est très fiers. Puis, c'est la preuve et c'est le premier à qui on peut la montrer qu'on a notre matériel on met notre argent où ce que notre bouche est, dans le fond. Oh, oui, exactement. Mais pour le reste, c'est super bien sorti. Vraiment, félicitations. Pour vrai, félicitations à vous deux. Merci encore d'avoir accepté l'invitation pour venir parler de votre projet franco-québécois. C'est toujours très apprécié, qu'il soit en français et que ce soit québécois également. Merci de nous avoir invités. Ben, oui, absolument. Et on se lance des merci à tout vent. Fait que, encore une fois, merci dans le fond à la communauté Coup Critique d'avoir écouté cette rencontre pour le projet de Jindos qui est présentement en campagne de socio-financement. Encore une fois, je vous encourage à liker la page Facebook, à vous abonner à notre page YouTube. On a aussi notre compte Instagram, on a notre compte Twitter. Et également, je vais vous mettre en lien en dessous de la vidéo, dans le fond, toutes les informations nécessaires concernant la campagne de socio-financement de ce jeu-là. Et d'ici là, on se dit à la prochaine fois. Bye! Merci, au revoir.